Qu'est-ce qu'un modèle didactique? Comme tout modèle scientifique, le modèle didactique est une simplification de la réalité pour nous permettre de l'appréhender plus facilement. Et comme son homologue scientifique, il permet d'expliquer, mais également d'anticiper. En d'autres termes, un modèle didactique correspond à la vision que nous avons de ce que signifie l'acte d'apprendre, de la vision que nous avons de l'activité cérébrale au moment où le cerveau reçoit une information. Nous verrons que cette vision, que nous pouvons aussi appeler conception, engendre des pratiques pédagogiques tout à fait différentes. Commençons par le modèle transmissif, qui fonctionne sur l'imprégnation et la mémorisation. Le modèle le plus ancien, puisque Condillac, en 1754, décrit l'esprit humain comme un objet de cire conservant en mémoire les empreintes qu'on y a moulées. Derrière cette idée, il y a une conception de la tête vide. Et bien sûr, l'une des principales limites de ce modèle d'apprentissage, c'est le fossé qu'il peut y avoir entre le sens du message que nous pensons communiquer et le sens que l'élève lui donne. De plus, la tête de l'élève est loin d'être vide. Quelle pédagogie découle de ce modèle transmissif? Eh bien, c'est la pédagogie dite frontale. Il suffit de bien expliquer, de faire une bonne démonstration, de permettre une expérience significative pour imprimer le cerveau et donc mémoriser le savoir. Cette pédagogie, bien sûr, elle est excellente pour fournir une information à un maximum de personnes dans un minimum de temps. C'est pourquoi on l'utilise très fréquemment dans les grands amphithéâtres universitaires. Dans la réalisation d'une expérience, elle permet que tout le monde réussisse, puisque c'est l'enseignant qui va faire la démonstration ou, dans le meilleur des cas, va donner un mode opératoire que l'élève va appliquer tel quel. Et donc on est sûr que l'expérience va réussir. Par contre, elle est bien sûr limitée. Tout d'abord par l'absence de questionnement, l'absence de réflexion des élèves. Et bien sûr, comme déjà dit précédemment, le décalage entre enseignant et enseigné, c'est-à-dire le décalage dans le cadre de référence de l'enseignant et de l'enseigné. On peut dire qu'elle va fonctionner si les élèves se posent la ou les mêmes questions que l'enseignant, et si les élèves ont la même manière de produire du sens, donc ont le même vocabulaire, le même cadre de référence, les mêmes modes de raisonnement, les mêmes outils de pensée. Qui fonctionne aussi sur l'imprégnation et la mémorisation, eh bien, c'est le modèle behavioriste. On y ajoute un entraînement et un conditionnement de type réflexe, favorisé par des renforcements positifs, entre guillemets des récompenses, ou négatifs, entre guillemets des punitions. Les précurseurs sont bien sûr Pavlov et Skinner. Leur point commun, c'est donc la mémorisation. On est toujours dans cette idée que le cerveau va imprimer du savoir. Je vous rappelle très rapidement le conditionnement classique selon Pavlov. C'est l'expérience du chien. Pavlov était biologiste. On fait sonner une clochette avant d'amener la nourriture au chien. Le chien salive quand il sent sa nourriture et il va finir par saliver simplement en entendant la clochette parce qu'il sait que la nourriture va arriver. Eh bien, ce conditionnement a été repris en quelque sorte par Skinner, où il y a un stimulus, une réponse et un agent de renforcement, positif ou négatif, en fonction de la réponse donnée par l'élève. Quelle est la pédagogie qui découle de ce modèle behavioriste? Eh bien, ce sont des entraînements, par exemple des fiches. Et on favorise le conditionnement de type réflexe à travers la répétition, complétée par une vision d'apprentissage par palier, allant du plus simple au plus compliqué. C'est la pédagogie par objectif. Le meilleur exemple pour illustrer cet apprentissage behavioriste est l'apprentissage du livret. On y va par petits paliers, on commence par les apprentissages les plus simples, le livret de 2, puis de 3, on ne commence pas par le 7 ou le 8, et puis on va répéter le livret jusqu'à ce que les réponses viennent de manière réflexe, automatique. 8 x 8, 64. Alors cette pédagogie, elle est excellente
pour les apprentissages de gestes techniques, pour les apprentissages de savoir-faire. Gestes techniques comme on en trouve par exemple en éducation sportive. Imaginez le moment où vous voulez apprendre à vos élèves à passer un mouton. Eh bien, vous allez mettre le mouton très bas, d'abord, et puis, la première fois, on risque bien de se prendre les pieds et de se casser la figure. Et petit à petit, à force de répétition, eh bien, on va réussir à passer le mouton, à le mettre plus haut, et finalement, à faire un geste technique tout à fait opérationnel. Par contre, elle est limitée pour les apprentissages nécessitant une réflexion, des mises en relation et la compréhension de liens. Cette pédagogie par objectif ne fonctionne absolument pas avec les HP, les hauts potentiels. Eux ont besoin de complexité pour pouvoir apprendre. Si vous leur découpez le travail en petits morceaux, en essayant de faire du plus simple au plus compliqué, ils vont être perdus et c'est là qu'ils vont avoir des difficultés d'apprentissage. Cette conception des petites marches, donc c'est cette pédagogie par objectif, eh bien, on voit que l'enseignant a un rôle tout particulier parce que c'est lui qui va guider l'élève pour décomposer les difficultés en étapes et vérifier l'acquisition de ces étapes. Les limites de ce modèle d'apprentissage, eh bien, ce n'est pas parce que l'on sait faire les tâches intermédiaires qui lui sont proposées que l'élève va savoir faire l'intégralité de la tâche. Par exemple, savoir débrayer, savoir accélérer, savoir freiner, savoir passer les vitesses, savoir tourner le volant ne signifie pas que l'on sait conduire une voiture. Si nous reprenons la taxonomie de Krathwohl, eh bien, ces deux pédagogies nous permettent facilement d'atteindre les 2 premiers degrés, reconnaître et comprendre, voire d'appliquer en mobilisant des connaissances uniquement dans un contexte connu. Mais on a de la peine d'arriver au niveau supérieur dans l'analyse, l'évaluation et la création.